troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Ali Garbi, président de l'ESCOT, Association française de l'espace des compétences tunisiennes, Tamer Mden, président fondateur d'Afrique Wiki, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, le Rwanda prévoit d'introduire le numérique dans l'éducation dès juin 2017. Cette réforme du gouvernement concerne les lycées et les universités. L'objectif est d'uniformiser la qualité de l'éducation dans tout le pays avec le concept de création de classes intelligentes. Idéal Labissou. Au Rwanda, les autorités veulent accélérer l'ancrage du numérique dans le système éducatif national. C'est dans ce cadre que l'État prévoit d'introduire le numérique dans les lycées et collèges dès juin 2017. La croissance des TIC au Rwanda stimule l'innovation dans les secteurs productifs. L'éducation est l'une des priorités de l'État dans ses objectifs de croissance économique et de développement durable. L'initiative vise pratiquement à améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi à réduire le coût de l'éducation parce que quand on utilise le support numérique, on ne fait que développer le contenu une fois, quel que soit le nombre des utilisateurs ou des usagers, le contenu développé est le même. Donc, il y a gain en termes de coût d'investissement, de coût de l'éducation. En partenariat avec Microsoft Corporation, un géant mondial de l'informatique et de la micro-informatique, le pays va lancer dans les lycées et les universités des classes intelligentes. Ces dernières seront équipées en outils informatiques et Internet haut débit pour un système éducatif plus performant et intelligent. Si on a par exemple des enseignants spécialisés dans les domaines quelconques, vu qu'il y a accès à cette éducation à distance ou à cette facilité, un enseignant qui est placé dans une école quelconque peut être aussi utile là où il est, mais aussi à des écoles très éloignées. Cette nouvelle réforme de l'État sur la numérisation du système éducatif concerne le secondaire et les universités. Elle s'inscrit dans la continuité de la réforme du primaire en 2015, matérialisée par la mise en œuvre du projet One Laptop Per Child, ou un enfant, un ordinateur. Tamer Mden, que pensez-vous de ce projet d'introduire le numérique dans l'éducation ? Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment par cela que le Rwanda et même les autres pays d'Afrique pourront en tout cas investir dans l'éducation, investir dans leurs enfants. D'ailleurs, ce qui a été dit dans le reportage, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la réforme, elle est prolongée sur le lycée et l'université, mais ça a déjà commencé en 2008 avec d'ailleurs la diffusion de plus de 200 000 laptops au niveau dans les écoles primaires au Rwanda. Et aujourd'hui, tous les pays africains vont être confrontés à cette problématique, à ce défi. Comment éduquer tous les, une jeunesse de plus de 50% en Afrique? On n'a pas les moyens, tout simplement, de construire des écoles et de rester dans l'ancien mode d'éducation. On construit une école avec des professeurs et ainsi de suite. Alors que faire? Et la solution, c'est le digital, c'est le numérique et c'est ce que fait le Rwanda et c'est super. Ali Garbi, que vous inspire ce concept de classe intelligente? À mon sens, c'est un concept qui va avec le temps et c'est la solution qui, si elle n'est pas appliquée aujourd'hui et demain, après-demain, ça sera tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la digitalisation, la transformation digitale des entreprises et de tout le monde économique, c'est une nécessité. C'est quelque chose qui a commencé en Europe, qui arrive aussi en Afrique. Je vous rappelle qu'il y a un événement qui va avoir lieu à Tabarka à la fin de ce mois, du 27 au 30 avril, et qui est axé sur la coopération tunisienne avec l'Afrique. Parmi ces thèmes, ESCOT participe à ce qu'on appelle la transformation digitale. Et la transformation digitale consiste à rentrer le numérique dans différents secteurs, la santé, l'économie et y compris l'éducation. Et sachez que pour l'éducation, c'est une solution qui s'impose parce qu'il y a ce qu'on appelle des outils aujourd'hui de e-learning, c'est-à-dire apprendre à distance, qui ne peuvent être, desquels on ne peut profiter que lorsqu'on a les moyens. Et donc c'est une très bonne initiative que je favorise.
Jean-Marie, est-ce que le numérique peut vraiment permettre d'harmoniser l'éducation sur tout un territoire? Tout à fait, parce que bon, chez nous en Afrique, il y a un besoin. Nous ne sommes pas encore aussi avancés que les pays occidentaux. Donc chez nous en Afrique, il est impératif, si vous voulez. Il y a l'ancien Premier ministre béninois Zansou qui dit toujours que l'Afrique doit bénéficier de l'avantage de son arriération. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons la capacité de faire ce qu'on appelle en technologie des sauts technologiques qui nous permettent d'effacer certaines étapes et de tomber directement sur les étapes nouvelles qui sont des étapes modernes en tant que telles. Donc, ce qui se passe là, les classes intelligentes, ce sont des choses, toutes les universités américaines aujourd'hui, vous êtes dans n'importe quel coin du monde, ce qu'on vous appelle les MOOC, vous pouvez suivre des cours dans n'importe quelle université aux États-Unis. Étant donné que nous n'avons pas la capacité financière suffisante pour pouvoir financer, comme il a dit notre invité tout à l'heure, toutes les écoles, toutes les universités qu'il nous faut, parce que notre jeunesse en Afrique, si vous voulez, c'est énorme. Il lui parlait de 50%, ce n'est pas 50%, c'est au-delà de 50% la jeunesse africaine qu'il va falloir former aujourd'hui. Donc, partir là-dessus, même les inventeurs africains sont là-dessus. Il y a notre invité tout à l'heure qui a parlé, si vous voulez, des startups qui naissent en Tunisie. Il y a un Sénégalais qui a inventé, si vous voulez, cette tablette intelligente-là, qui est en train d'être testée ici, là, si vous voulez, dans l'Oise, dans le 60. Donc, les Africains même sont en avance là-dessus. Il suffit tout simplement maintenant que nos dirigeants saisissent ces opportunités-là et ces occasions-là, au lieu de regarder toujours à l'extérieur, croyant que ce sont les autres qui vont nous apporter des solutions, alors que les Africains eux-mêmes apportent ces solutions-là. Mais malheureusement, nos ministères de la recherche scientifique, ainsi de suite, s'en foutent plus ou moins de ça. Ils s'y intéressent très très peu. Merci. Dans l'actualité également, le Nigeria tente de développer son tourisme intérieur. Plusieurs initiatives dans ce sens ont vu le jour ces dernières années. C'est le cas de 2 jeunes Nigérians qui ont créé un club de randonnée à Abuja, la capitale, avec un tarif unique de $3. Birama Sonera. Lancé en juin 2016, le club Aventure Strides, fondé par des amis, organise une promenade sur la colline Katamp au Nigeria. Pour ces jeunes, c'est une chance d'explorer Abuja, la capitale administrative du pays. Ils tentent de transformer la randonnée en une activité qui rassemble des groupes de gens le long des sentiers autour de la ville. Objectif, promouvoir le tourisme domestique au Nigeria. Tout a commencé avec une amie qui m'a invité à aller escalader une montagne avec elle. C'était en fin 2015. Ce fut une expérience formidable. La vue est incroyable et nous avons décidé d'y aller à nouveau, mais cette fois-ci avec d'autres amis. Ils ont également adoré. C'est ainsi que de plus en plus de gens ont commencé à venir et c'est comme cela que le club est arrivé à ce niveau. Environ 30 personnes participent à la randonnée. Ici, c'est Katamp Hill. La localité située dans le centre du Nigeria offre une vue spectaculaire sur Abuja pour l'escaladeur. Une fois au sommet, les randonneurs se livrent à diverses activités récréatives avant de descendre. Ça a été une expérience merveilleuse. Si vous aimez la nature, vous allez adorer ici. C'est assez aventureux et je suis si heureuse d'être ici. Non seulement c'est reposant, mais vous pourrez aussi rencontrer beaucoup de personnes amusantes, pleines de chaleur et d'amour. Les fondateurs du club espèrent être reconnus par leurs efforts pour vendre Abuja comme destination touristique avec diverses activités. Au-delà d'Abuja, d'autres paysages variés du pays seront bientôt explorés. Une activité qui pourrait offrir des possibilités d'emploi à la jeunesse au Nigeria. Ali Garbi, d'après vous, pourquoi dans les pays africains, à l'instar du Nigeria, comme le montre le reportage, le tourisme domestique intérieur est-il si peu développé ? Si vous voulez, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs historiques qui ont fait que le citoyen n'était pas suffisamment libre pour proposer des solutions, proposer des nouveaux choix. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et en Tunisie, par exemple, il y a ce type d'initiatives qui sont en train de se développer. C'est le développement du tourisme naturel, innovant, plus le tourisme d'avant qui était le tourisme industriel où des touristes viennent, s'installent dans un endroit, profitent de la mer et c'est tout. Aujourd'hui, il y a pas mal de possibilités, d'opportunités et je pense à un exemple dans le nord, il y a un endroit qui s'appelle Montagne de Eshkel. C'est un endroit où l'eau de la montagne se rencontre avec l'eau de la mer et la salinité de l'eau entre chaque saison change. Et là, il y a des structures, il y a des organismes naturels qui sont rares dans le monde. Malheureusement,
C'est-à-dire on n'est pas arrivé en Afrique à regarder bien ce genre d'atouts que nous avons pour les exposer et en profiter pour un tourisme naturel. Donc je pense que c'est la voie du prochain millénaire. Tamer Mdane, rapidement, quelles peuvent être les solutions pour favoriser ce tourisme intérieur ? Alors déjà, les Africains sont accueillants de nature, donc c'est normal que tous les Africains puissent accueillir d'autres personnes, qui soient d'ailleurs des co-citoyens ou des étrangers. Et donc c'est là le tourisme intérieur, il est important. Et il faut qu'on sorte effectivement des schémas qu'on a depuis des décennies, qui sont des grands complexes touristiques où des touristes viennent et ne découvrent rien de l'Afrique en dehors de quelques murs et des chambres et des piscines. Et donc ça, ce qui est important. Et moi, ce que je vois au quotidien, puisqu'on travaille sur le financement de projets, et notamment de ce type de projet, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, à l'instar de ces jeunes au Nigeria, qui bougent aujourd'hui. C'est vraiment de l'initiative citoyenne, des jeunes qui trouvent des solutions innovantes et qui utilisent aussi le digital pour faire savoir, pour faire connaître leurs initiatives. Et c'est là, je pense, qu'on va pouvoir développer de nouvelles formes de tourisme en Afrique. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. 5 pays africains arrivent ex-aequo en tête du classement des pays africains ayant les meilleurs taux d'électrification. Ces 5 pays sont situés en Afrique du Nord, Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie. Leur taux d'électrification atteint 100%. Jean-Marie, que révèle ce classement ? Tout simplement quoi? Parce que bon, vous avez des pays qui ont fait, comment dirais-je, des analyses, ils ont fait de la prospective économique. En Afrique, on nous parle tout le temps de quoi? De l'industrialisation, on nous parle, comment dirais-je, de l'émergence dans certains pays. L'industrialisation est basée sur quoi? Sur l'énergie d'abord, premièrement. Ensuite vont venir les compétences. Parce que vous pouvez former des compétences. Si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir industrialiser vos pays, créer des usines, pouvoir améliorer les rendements, la productivité agricole avec des tracteurs et tout ce qui s'ensuit. Donc cette énergie-là est nécessaire. Donc les pays d'Afrique du Nord, on parlait de coopération sud-sud là tout à l'heure. Voilà un domaine dans lequel je parlais tout à l'heure de la Tunisie. Voilà un domaine dans lequel vous pouvez créer des coopérations qui sont des coopérations gigantesques. Tout simplement pourquoi? Parce que de mon point de vue, je sais qu'en Tunisie, bon, l'énergie par exemple éolienne est déjà relativement mieux maîtrisée par rapport aux autres États, aux autres pays africains. Voilà une expertise qui peut être apportée. Donc cette électrification-là est nécessaire. Même, nous étions en train de parler du Rwanda là tout à l'heure. Le Rwanda, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut des tablettes. Ces tablettes-là, il faut bien qu'il y ait de l'électricité pour qu'on les fassions fonctionner. Donc en Afrique, il faut que nous soyons conscients d'une chose, c'est que même nos agricultures, on parle de la transformation des produits chez nous. Bon, c'est bien parce qu'on a tout ça sur place. Mais en amont, je dis toujours sur ce plateau, l'émergence, l'industrialisation, ça ne se décrète pas par des lois, ça se construit économiquement sur le terrain. Et ce qui est en train d'être fait, comment dirais-je, qui a été fait dans des pays comme cela, c'est que cette coopération sud-sud-là doit être le vecteur essentiel qui entraîne ces coopérations-là. Et on a parlé de la Tunisie aujourd'hui, c'est quelque chose qui me satisfait tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réaliser petit à petit en Europe, l'Union européenne que vous voyez là, date d'où? Part de l'Afrique, hein. C'est Nkrumah le premier qui parle de ça et les Français transposent ça, si vous voulez, ici là en Europe, Jean Monnet et Schuman. D'accord? Donc, à partir de là, je suis content que l'Afrique prenne cette voie-là, qui est la voie des synergies dont tu parlais tout à l'heure, des coopérations. En Afrique, ne regardons pas uniquement ce qui se passe à l'extérieur. Nous avons nos expertises, nos compétences qui sont capables de résoudre nos problématiques africaines avec la proximité culturelle, historique et intellectuelle qu'il faut dans la compréhension de ces problématiques. Et non seulement regarder vers les experts extérieurs. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le troisième volet de cette semaine consacré à la coopération sud-sud. Ali Garbi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre accueil. Tamer Mdane, merci également d'avoir été là. Merci à vous. Et Jean-Marie, merci. Toujours un plaisir, Fanny. Bonsoir à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.